Bonjour, je suis Mabomilou Kela Moïse, étudiant à l'Université protestante au Congo en L2 phasé LMD et je viens vous présenter mon travail pratique dans le cadre de mon cours de gestion de ressources humaines sous la supervision du Dr Patrick Bakenge Lachamba. La contingence selon Nizet et Pichot se base sur une idée selon laquelle il existerait un point d'agencement entre la configuration organisationnelle d'une entreprise et les pratiques de gestion des ressources humaines. De cela, les pratiques GRH peuvent être catégorisées en 5 modèles. Nous avons le modèle arbitraire où il n'y a aucun critère prédéfini. Les pratiques de GRH sont informelles et reposent sur les décisions du patron et rien que lui. Nous retrouvons cette situation au niveau des TPE, des PME et des jeunes entreprises n'ayant pas encore eu le temps de développer une fonction RH importante. Dans la plupart des cas, nous nous retrouvons dans des situations où les exigences qualitatives sont moins élevées. L'évaluation est faite par intuition. Le dirigeant prend des décisions sur tout et impose ce qu'il veut à l'employé. Et nous pouvons aller au deuxième modèle qui est le modèle objectivant. Ici, nous voyons les règles. Ici, les processus sont formellement définis, des critères et des règles s'appliquent pour chaque action RH afin de garantir l'objectivité des pratiques. Ici, nous avons beaucoup de critères standardisés qui permettent l'équité constante. C'est le cas d'une promotion. Elle est faite en fonction des règles impersonnelles qui s'appliquent à tout le monde de la même façon. Nous pouvons dire l'ancienneté, la détention de certains diplômes, la réussite au concours, pour n'en citer que cela. Tout ça joue un rôle dans le choix d'un poste. Si je peux aller un peu plus loin pour mieux expliquer, prenons l'exemple d'une banque. La banque a besoin d'un directeur financier. Comme tout le monde, nous avons déjà eu à voir des offres d'emploi où on écrivait il fallait X nombre d'années d'expérience pour X poste et voilà. Et c'est sur ce modèle que nous retrouvons clairement ça. Car quand on parle d'ancienneté, on parle du temps, de l'expérience et la détention de certains diplômes, on parle de la formation. La réussite en concours, on parle de la compétence. Cela joue clairement un rôle dans la décision du directeur des ressources humaines. Prenons le troisième modèle, le modèle individualisant. Dans ce modèle, nous retrouvons les critères et les règles, mais qui s'adaptent aux individus. Les collaborateurs ont des objectifs personnalisés à atteindre et négocier avec leurs supérieurs hiérarchiques. Ce modèle est centré sur les compétences de chacun. Pour mieux expliquer, nous pouvons prendre l'exemple du prof Karim Omonga. Ayant été consultant à la Banque centrale, à la Banque mondiale, avant son travail, il a eu à négocier avec la banque pour qu'ils puissent travailler. Ils ont eu à négocier un prix. C'est aussi simple que ça. En fait, je négocie avec vous un prix pour que je puisse travailler, pour que je puisse vous offrir mes services et on est tous gagnants dans les deux parties. Passons au quatrième modèle, le modèle conventionnaliste. Les règles sont déterminées et votées par les experts de l'entreprise. Il s'agit souvent de domaines qui nécessitent des compétences techniques approfondies, où seuls les experts sont à même d'évaluer les critères mis en place. Tel est le cas des médecins, des ingénieurs, des professeurs des universités. Dans le cinquième modèle, toutes les actions de GRH sont évaluées selon les valeurs de l'organisation. Ici, l'organisation prime. Aucune règle n'est formalisée, le dévouement et la fidélité aux valeurs priment sur le reste. Ce modèle concerne souvent les associations militantes, mais peut être retrouvé dans d'autres types de sociétés, comme les coopératives ou les ONG. Ici, nous pouvons donner l'exemple d'un militaire. C'est facile à comprendre en regardant le militaire, le dévouement, les valeurs par rapport à son pays. Après avoir parlé des modèles de GRH, nous allons maintenant parler des pratiques en lien avec cela. Dans le modèle arbitraire, il n'y a pas de planification d'entrée, car l'engagement est fait de manière informelle avec les échos, les annonces placées dans la presse locale, la sélection, le contrôle de tout ça ne se fait que par le dirigeant. Pour ce qui est de l'intégration, elle est faite de sorte à rendre loyal les employés. Car nous nous occupons moins de la qualification des employés, nous voulons juste le savoir-faire et cela nous permet de réussir.
d'où la négligence de la formation. L'évaluation est aussi faite de façon informelle, car elle intervient dans la vie privée du personnel. La mobilité est quasi absente, elle ne se fait pas, car le dirigeant veut garder à lui seul la décision. La rémunération est faite de façon injustifiée et différente entre les individus. L'employé n'est pas sûr de la régularité de son salaire. Le dirigeant te paye en fonction de ce qu'il veut, quand il veut, au moment où il veut, comment il veut. De ce côté, le dirigeant est clairement le maître de tout. Ce qui fait qu'à lui seul, il peut aussi décider des heures de travail. Et cela, il le détermine en fonction d'un salaire bas. Ayant besoin d'argent, l'employé voudra toujours travailler plus, ce qui conduit à des ententes informelles qui font gagner de l'argent à l'entreprise. Et il existe une relation professionnelle inexistante car le pouvoir des travailleurs est très limité. Dans ce modèle, tout revient au dirigeant rien qu'à lui seul. Dans le deuxième modèle, l'entrée met un point sur le processus de recrutement. Ici, le processus de recrutement a une importance cruciale car accompagné d'une intégration qui soumet l'employé aux règles et aux autorités de l'entreprise, une bonne formation, une évaluation. Cela ne fera que faire des profits à l'entité. Dans ce modèle, il y a une inexistence de la mobilité car elle se fait selon les modalités énumérées dans la première partie, telles que l'ancienneté, pour n'en citer que cela. La rémunération est faite en fonction de l'ancienneté et du poste occupé. Voilà les facteurs déterminants de la rémunération. Dans ce modèle, les heures de travail sont respectées et déterminées par l'entreprise. Dans le troisième modèle, le modèle individualisant, ici, l'entrée met le point sur le processus de sélection, les entretiens et les tests d'aptitude. Dans l'intégration, l'entreprise vous imprègne de leur façon de faire, accompagnée d'une formation qui est très importante et représentant les facteurs importants dans la rémunération du travailleur. Une évaluation qui se fait en observant les capacités du travailleur à mettre en œuvre les qualités et les compétences nécessaires. La mobilité est intrinsèquement liée à l'évaluation. Elle se fait avec méritocratie. La rémunération se fait en fonction des performances du travailleur. Les heures de travail sont négociées entre les deux parties. La relation professionnelle se fait par expression directe. Dans le quatrième modèle, le modèle de convention, l'entrée met un point sur le processus de recrutement et de sélection avec plus d'attention. Ils sont plus concentrés sur eux-mêmes en intégration. La formation est très importante et représente un facteur important dans la rémunération du travailleur aussi. Ils ont une institutionnalisation extrême à ce niveau. L'évaluation est faite par la reconnaissance des professionnels par les pairs. La mobilité étant intrinsèquement liée à l'évaluation encore, elle se fait encore aussi par méritocratie. La première implique la deuxième. La rémunération en fonction de la reconnaissance des mérites. Heures de travail entièrement sous le contrôle des professionnels et les relations professionnelles sont faites de façon associative. Pour le cinquième modèle, l'entrée met un point sur le processus de recrutement et de sélection avec plus d'attention. L'intégration se fait en abandonnant les références préalables pour ne prendre que celles des dirigeants compétents. Et pour conclure, le modèle de contingence de Nizet et Pichot met en évidence l'importance d'adapter la structure organisationnelle aux conditions externes afin d'assurer une meilleure performance et une plus grande efficacité de l'organisation. Merci.